Bonsoir, bienvenue à cette toute première conférence Swiss Marketing Vaud. Elle ouvre un cycle important pour l'année 2019. Je tenais au nom de tout le comité à vous remercier de votre présence. Une salle bien remplie, ça fait chaud au cœur, ça fait très très plaisir pour ce début d'année. Donc premier applaudissement à vous. Merci le public d'être là ce soir. Un sincère merci de nous faire confiance avec cette toute première conférence qui lance un cycle important sur l'année 2019. Vous ne serez pas, surpris de voir que ça va monter en puissance, mais on commence très très fort avec un programme chargé ce soir, une conférence événement menée par Victoria Marchand, rédactrice et éditrice du magazine Commune Mag, qui va prendre ma place et passer à l'exercice des questions avec notre très très beau panel de personnes présentes ce soir. On va parler transformation digitale, un thème qui semble a priori tous vous concerner au vu de l'affluence ce soir. Je vais bien évidemment après reprendre la parole au nom du comité du Swiss Marketing Vaud et aussi avec la deuxième casquette que nous avons, Victoria et moi-même. Pour la première fois, nous allons remettre le prix du marketeur de l'année 2019. À l'issue de ce débat, de cette table ronde, on aura l'occasion ensemble de découvrir qui va incarner le marketeur pour l'année qui débute ici ce soir. Alors, on revient sur Swiss Marketing. On va quand même faire un peu de marketing pour Swiss Marketing Vaud. Je suis Thierry Weber, président de Swiss Marketing Vaud, et je suis accompagné, bien évidemment, d'un comité qui me soutient, mais aussi surtout que vous avez déjà connu, vous avez déjà rencontré. Vous avez pu faire connaissance avec Thierry Bloch, qui est en charge des conférences, qui a pu vous accueillir ce matin, Yves Épinay, ce soir, Yves Épinay, qui l'a secondé, mais qui est aussi en charge de la formation, Victoria, qui prendra bien évidemment la parole tout à l'heure, Jacqueline, qui est absente ce soir et qui va assurer tout ce qui est RP pour l'année qui s'annonce pour nous, Stéphane Meyer, qui me seconde pour la lourde tâche de la présidence, Liliane Mébar qui s'occupe et qui assure aussi surtout avec la relation membre. Donc c'est elle que vous avez au téléphone, au bout des emails quand vous avez des petits soucis sur les inscriptions. Bruno Jouvel pour le sponsoring et le partenariat et notre ami JR Q1 qui s'occupe des ateliers qui est absent ce soir. Voilà, donc pour revenir sur le Swiss Marketing Vaud, on est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux. Si je vous en parle, c'est que ce soir, vous avez le devoir d'allumer vos téléphones portables, mais pas pour passer des appels, mais bien évidemment pour relayer tout ce qui va être dit, partager, échanger ce soir. Et puis, pour nos activités, je peux déjà vous annoncer une belle surprise en la personne de la prochaine conférence. C'est la seule qu'on peut vous annoncer, mais sachez que le programme jusqu'à juin est quasiment bouclé. Alors pour être sûr, ce soir, on se contente de vous parler du prochain rendez-vous du mois de mars avec le marketing d'un pays, puisque c'est la première année. Je ne suis pas peu fier de pouvoir vous dire que, la Suisse était présente au CES, le Consumer Electronics Show, le plus grand rendez-vous technologique au monde. Et la Suisse était présente au travers de son pavillon avec des startups, des entrepreneurs, des investisseurs. On garde tout ça pour le 12 mars prochain. Et puis, côté partenaires, on ne serait rien sans justement nos partenaires qui nous soutiennent. Atraxis, qui me permet, comme ici, de faire joujou avec quelque chose que j'adore. Voilà. Je le refais encore un peu ? Non, ça va okay. Qui réinvente les présentations et autres keynotes. Scandola qui nous a permis de donner vie à un site internet sur lequel vous avez pu vous inscrire, vous avez pu suivre notre actualité. Et puis d'autres fournisseurs comme ListaOffice, Hello qui nous accueillent pour les ateliers. Claywell, c'est grâce à la captation vidéo que vous allez pouvoir voir et revoir ce que vous allez découvrir tout à l'heure en vidéo et en vidéo indexée.
Les champagnes Drapier, c'est pas par hasard que ces 2 sacs sont juste à côté de moi. Vous verrez, il y a 6 bouteilles comme par hasard. Et puis Kairos Photo, voilà, l'intégralité de cette soirée va être aussi photographiée en plus d'être filmée. Et puis on remerciera encore une fois le Musée Olympique qui nous accueille dans un écrin qu'on adore. On est un peu comme à la maison et je remercie au passage notre ami Marc à la technique qui assure chaque fois. C'est toujours un vrai plaisir. Et je profite de ce dernier slide pour vous rappeler que la taille de notre réseau, c'est toujours aussi l'occasion pour vous, en tant que futurs partenaires, annonceurs, sponsors, de faire partie du club. Donc n'hésitez pas. Je serai, moi aussi, comme le reste du comité, équipé de mon petit badge tout à l'heure de l'apéritif. Venez sans autre nous voir si vous avez des questions pour savoir comment faire pour devenir, pourquoi pas, sponsor de Swiss Marketing Vaud. Voilà, on passe maintenant à la conférence de ce soir. Alors vous aurez remarqué, on est en 2019, bien évidemment, et je cède la parole pour parler transformation digitale, où en sont les entreprises, à Victoria Marchand. Vous avez le droit d'applaudir. Bonsoir à tous. En tant que membre du comité du Swiss Marketing, organiser des conférences intéressant notre communauté fait partie de ma mission. Et je suis très contente de voir que ce soir, vous êtes venus très nombreux. En tant qu'éditrice de ComInMag, j'ai le plaisir de lancer ce soir, en collaboration avec ma régie publicitaire Comédia, un nouveau supplément thématique dédié au marketing, le guide du marketing 2019. Il sera distribué de manière qualifiée dans toute la Suisse à 9000 exemplaires et vous en recevrez un à la fin de la soirée lorsqu'on montera pour le catering à l'étage. Si j'ai choisi de consacrer dans ces 164 pages la thématique de la question de la transformation digitale, c'est qu'elle est au cœur de la survie de tout notre écosystème. Personne ne peut plus croire que la production, les modes de consommation, la relation client, les transactions ne vont pas changer sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée ou de la blockchain. On ne travaillera pas demain comme nous le faisons aujourd'hui. Pour avoir suivi d'innombrables colloques et conférences qui mettent toujours en avant ce qui n'est pas encore fait et ce qu'il va falloir faire, j'ai choisi d'analyser la situation totalement différemment. Je me suis intéressée à la transformation digitale sous l'angle de ce qui se fait déjà. J'ai voulu comprendre comment les entreprises sont en train de changer. C'est ainsi qu'avec mon équipe, on s'est intéressé à 11 secteurs de l'économie, autant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Il y a eu 33 interviews, afin de voir ce qui se fait. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et croyez-moi, l'envie de changement est bien là. L'enthousiasme aussi. Les résultats sont souvent pas définitifs, c'est du test and learn, mais ce n'est pas grave. C'est justement ce qui est intéressant, car personne, dans le fond, n'a ni tout juste, ni tout faux, vu que nous sommes en train d'écrire l'histoire, le futur, nous l'écrivons maintenant. Ce soir, les 6 professionnels qui sont ici font partie des 11 interviewés romans. Ils représentent le monde de l'assurance, le monde des médias, de l'immobilier, de l'énergie, du luxe et du sport. Ce qu'on va discuter, ils vont nous raconter comment ils ont entamé cette transformation. Nous aurons à peu près 10 minutes par intervenant. Après, vous pourrez poser des questions à chacun. Nous suivrons et on va essayer de tenir le timing pour arriver à peu près à 8h15 pour arriver à la remise du prix. Et pour tous ceux qui croient aux chinoiseries, je vous souhaite une très bonne année du cochon, parce que dans le cochon, tout est bon, donc ça va être une méga super année. Alors, on va partir dans ce sens-là. Ça fonctionne, voilà. Donc, Monsieur Stéphane Andermatten pour le groupe Mutuel. Donc, depuis 2 mois, vous êtes directeur adjoint responsable marché du groupe Mutuel. Vous avez été précédemment responsable communication et marketing de ce groupe. Vous avez été aussi à Migros Valais, École Club Migros, donc votre background est vraiment marketing et communication. Parfait. Donc ça, vous êtes la personne idéale ce soir. Donc, sur le secteur de l'assurance, c'est un secteur finalement où la transformation, le digital,
est venu par l'informatique, compte tenu du nombre de volumes de lettres que vous recevez et de réponses que vous devez donner. Merci tout d'abord de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir. Effectivement, c'est devenu par l'informatique. Ça fait maintenant environ 10-15 ans que ça s'est posé en problématique vraiment concrète. Tout simplement, comme vous le disiez, par rapport au nombre de transactions qu'on a à gérer. Je donne juste un petit exemple. Si vous avez une voiture, vous avez une assurance voiture, normalement, vous recevez votre facture annuelle ou semestrielle. Ça fait 2 interactions avec votre assureur. Et si tout va mal, vous avez peut-être un sinistre. Ça en fait 3. Au niveau de l'assurance maladie, de la santé, la majorité des gens payent leur prime en 12 mensualités, ce qui fait 12 interactions. Et aujourd'hui, à ce jour, les gens, nos assurés nous envoient 12,6 factures en moyenne par assuré par année, auxquelles on renvoie généralement un décompte de prestations. Donc on est à plus de 24 interactions moyennes avec un assuré. Donc par rapport à cette masse, si vous faites ça, nous on a 1 300 000 clients, vous faites ça par rapport à la masse de clients, vous vous rendez tout de suite compte de ce que ça représente en termes de volume. Puis la digitalisation, ça s'est imposé très rapidement dans les années 2000 pour vraiment pouvoir gérer ces flux de factures dématérialisés. Et je suis désolé de vous apprendre, pour ceux qui mettent leurs factures dans une enveloppe et qui l'envoient religieusement à leur caisse maladie, c'est qu'après 2 semaines, on les détruit. Oh. Tout simplement parce que tout est numérisé à l'entrée et traité de manière digitale. Et ça, c'était le premier élément important, parce que nos frais de fonctionnement, on parle souvent, je ne vais pas faire le laïus sur la caisse unique ce soir, mais on parle souvent des frais de fonctionnement des caisses maladie. Les frais de fonctionnement chez nous, c'est 4%. Ça veut dire que sur 100 francs que vous payez de prime, c'est 4 francs les frais de fonctionnement. Le reste, c'est pour les prestataires de santé. Et pour garder ce niveau-là et l'atteindre, c'était fondamental d'optimiser les processus et de les digitaliser. Mais est-ce qu'on peut imaginer que demain, le parcours client sera complètement automatisé, parce que vous avez encore des succursales aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore besoin d'avoir, je dirais, du shop pour être en contact avec vos clients? Alors, la digitalisation pour le client et au service du client, c'est vraiment comme ça qu'on le perçoit, elle est venue chez nous depuis quelques années sous la forme, on va dire, du zéro papier. Le but, c'est que le client puisse tout gérer via une app, via Internet, ses prestations, ses factures, vérifier où il est dans le paiement de sa franchise, et aussi de pouvoir nous transmettre par scan, par photo facture, les factures pour éviter cette étape de la poste. Donc ça, c'était la première étape. Après, ce qu'on constate très concrètement aujourd'hui, c'est qu'on est à l'heure du multicanal. On n'est pas encore à l'heure du full digital. Et même les clients qui ont opté pour le zéro papier, ils sont nombreux à venir dans une agence à un certain moment parce qu'ils ont un problème un peu plus complexe et qu'ils souhaitent avoir une interaction. Et s'ils ont envie de nous écrire un mail, ils nous ont écrit un mail, mais ils peuvent aussi nous téléphoner, voire utiliser les réseaux sociaux pour nous contacter. Donc on est vraiment plus dans cette optique-là pour vraiment donner... Est-ce qu'il y a un pourcentage de gens qui sont vraiment paperless? Actuellement, on est à 11% des clients. Le numéro, ceux qui est plus avancé de nos concurrents en Suisse, il est à 20% aujourd'hui. Nous, on espère, par contre, il y a une grande évolution. Je vous donne un exemple, la semaine passée, c'est plus 800 clients, donc en une semaine. Donc ça, cette transformation, enfin disons, de l'attitude de vos membres, clients, elle se fait par l'information que vous devez envoyer par écrit ou par des réseaux sociaux. Comment est-ce que vous leur parlez ? On leur parle de toutes les manières qu'on peut. La première, c'est évidemment par rapport à l'écrit, à ce qu'ils reçoivent, en leur disant « mais vous savez, vous pourriez remplacer ça par… » le digital. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, je dirais, on est un peu au stade de l'e-banking pour les banques il y a 10 ans. Il y a 10 ans, l'e-banking, votre banquier vous disait « Ah, c'est un truc chouette, je te le mets, tu l'as en plus. » Et puis maintenant, on te dit « Si tu veux recevoir papier, ben, tu payes. » Mais nous, on est encore au stade il y a 10 ans en arrière, où on doit convaincre les gens de l'utilité du système. Et la meilleure
marque de l'intérêt et de l'utilité de la chose, c'est quand les gens nous disent « Oh, mais c'est formidable, c'est beaucoup plus simple, c'est pratique pour moi ». Et c'est vraiment cet axe-là qu'on cherche. Est-ce que vous avez lancé un chatbox, Easy? Est-ce que c'est une forme de communication que les gens qui seraient un peu in between entre plus de papier et puis pas de téléphone, est-ce que ça c'est quelque chose qui va être intermédiaire ou ça peut être une bonne solution? C'est une solution qui répond à certaines problématiques. À peu près 40 à 50% des gens qui l'utilisent se disent satisfaits de la réponse qu'ils reçoivent. Pour l'instant, on a eu 66 000 personnes qui ont fait appel à Easy, qui est notre chatbot. L'avantage qu'il a aussi, c'est que lui, il répond 24 heures sur 24. Dans notre monde actuel, les gens ont aussi envie d'informations peut-être à des heures différentes des heures d'ouverture des bureaux. Donc ça donne, c'est complémentaire. Par contre, ça reste sur des éléments très factuels et très simples. Ça ne peut pas remplacer le contact humain suivant la complexité. Et puis, ça doit rester pour l'instant des questions génériques. Parce que pour les questions de protection des données, quelqu'un qui fait appel au chatbot, on ne peut pas vérifier si lui donner des informations liées avec son contrat en particulier parce qu'on ne peut pas le vérifier. Peut-être un jour ça viendra. Alors imaginons, on est dans le futur, on voit qu'Amazon est arrivé sur le monde de l'assurance, donc il y a un intérêt. Alors imaginons qu'on puisse demain avoir vraiment un profil, on puisse analyser les profils de chaque individu, qu'on puisse vraiment aller même faire du prédictif. Donc on pourrait avoir des primes totalement personnalisées. Est-ce que c'est quelque chose c'est pour demain? C'est pour combien de temps? Est-ce que vous préparez déjà à cette éventualité? La prime totalement personnalisée, elle a juste un petit souci, c'est qu'elle annule complètement le principe de solidarité qui fait que les primes sont pour tout le monde payables. Parce que si le malade paye pour la maladie qu'il a, il n'a plus besoin d'une assurance. Et dans la prime personnalisée, le gros problème, c'est qu'on crée finalement des groupes de gens qui ont certaines attentes, certains besoins, et ça ne répond pas à la demande. On a souvent des gens qui nous demandent mais pourquoi vous ne créez pas un produit où vous prenez en charge les lunettes, là je parle de complémentaires, mais les lunettes, le fitness et 2-3 prestations de confort comme ça. Ben, tout simplement parce que ça reviendrait, la prime serait équivalente à l'abonnement de fitness et à la paire de lunettes. Et donc, pour avoir le principe d'assurance, il faut garder ce principe de solidarité. Par contre, c'est clair qu'il y a quand même des tendances qui vont dans ce sens-là au niveau de la personnalisation, parce qu'il y a des possibilités maintenant de mieux segmenter les clients, et là le digital c'est quelque chose qui est très utile par rapport à ça et qui va nous permettre de faire des produits plus adaptés à certains types de clients, mais ça doit rester au niveau d'un public cible relativement large. Et dans la relation client, toute l'approche réseau social, comment est-ce que vous la traitez? Parce que jusqu'à maintenant, on voit qu'on on n'est pas sur de la personnalisation non plus, ni sur des types, on est quand même sur de l'image, on remplace un peu une communication, je dirais, plus publicitaire sur des réseaux sociaux. Je trouve que les assurances n'ont pas toujours trouvé le moyen d'être le plus pertinent avec leur client final. C'est très compliqué, hein, parce que vous avez beaucoup de clients. On a beaucoup de clients. Alors, les réseaux sociaux, ce qu'on sait, quand on a lancé notre stratégie de présence sur les réseaux sociaux, ce qui nous a le plus étonné, c'est que les clients utilisent ça vraiment comme un canal de communication. Ça veut dire qu'on a dû mettre en place des processus pour répondre à des questions de clients qui sont vraiment en lien avec leur dossier. Service après-vente. Voilà, exactement. Et donc finalement, on a dû réinjecter ces éléments qui arrivent sur les réseaux sociaux dans des processus classiques. Et ça a été un petit peu compliqué là, au début. Il a fallu mettre en place, puisque le client qui écrit sur les réseaux sociaux, il a un niveau d'attente en termes de délai qui est légèrement différent du client qui écrit une lettre. Donc c'est des fois entre les différents processus pas évident de faire rentrer l'un dans l'autre, mais c'était le premier enseignement. Après, le digital et la communication sur les réseaux sociaux, et là je pars plus sur l'aspect vente. Oui, c'est un trend, c'est important de mettre des moyens, de tester ce qui fonctionne à ce niveau-là.
Mais pour l'instant, à ce jour, je peux vous dire qu'on est encore très loin de remplacer la vente traditionnelle par de la vente online. Quel réseau social qui fonctionne le mieux chez vous? C'est Facebook. Facebook. C'est aussi lié à notre public cible, parce qu'on est quand même plutôt axé sur ce qu'on appelle le décideur de famille, qui est le plus de 25 ans. Et à ce niveau-là, c'est encore Facebook qui tient la corde. Le groupe Mutuel a engagé un Chief Innovation Officer, ce qui est dans la personne de Nicolas Leilo. Vous avez aussi lancé un accélérateur Inopic. Qu'est-ce que vous nous préparez? C'est pas qu'est-ce qu'on vous prépare, c'est comment on se prépare. C'est plus ça la réalité. Le monde de l'assurance va fondamentalement changer, ça on en est convaincu. Comment il va changer, c'est assez difficile aujourd'hui à dire. Par contre, ce qu'on est convaincu, c'est qu'il faut être préparé au changement. Et pour être préparé au changement, on a effectivement, on va dire, l'innovation à court terme, ou la digitalisation, dans laquelle on met beaucoup d'efforts. Pour donner juste en termes d'IT, on a 250 informaticiens au groupe Mutuel. Donc on est une grosse boîte d'IT en Suisse romande. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour l'innovation au quotidien et la digitalisation au quotidien. Quand on parle un petit peu à plus long terme, on a d'abord voulu inclure les collaborateurs là-dedans. On a maintenant créé un programme d'intrapreneuriat où on a des collaborateurs sur les 2500 qu'on a qui ont des bonnes idées, qui ont envie de se lancer dans un projet, mais qui n'ont peut-être pas non plus la possibilité, pour des raisons aussi de risque ou de besoin d'assurer un revenu, de se lancer en indépendant. Donc on a créé un programme d'intrapreneurs où il y a 70 collaborateurs qui ont postulé, on en a retenu 7, qui pendant 9 mois vont sortir de leur job. On leur garantit le salaire et un job au retour, équivalent, pas leur job, mais un job au retour. Et pendant ces 9 mois, ils vont être soutenus par le groupe Mutuel pour lancer leur projet de start-up, mais à l'intérieur du groupe Mutuel. Donc on essaye de donner cette culture aussi de l'innovation à l'interne. Puis à côté de ça, effectivement, on a créé un Innovation Lab qui s'appelle Inopic, où on accueille 11 start-up du monde entier, la moitié de Suisse et la moitié du reste du monde, dans des domaines comme le health tech, la fintech ou la surtech. Et là, on est plutôt une vision à moyen long terme de voir comment ces gens, ces idées peuvent s'intégrer dans l'écosystème de la santé de demain. Donc imaginons demain, la surtech, ce sera quoi? Une assurance, ce sera quoi? Le plus loin qu'on puisse imaginer? Le plus loin qu'on puisse imaginer, moi je pense que où on a beaucoup à gagner, c'est dans l'intégration, d'être vraiment un acteur clé dans l'intégration un peu plus verticale de notre secteur. Je suis à peu près convaincu que l'assureur qui fait que de l'assurance, par rapport au prestataire de soins qui fait que d'être prestataire de soins, c'est les barrières qui vont gentiment tomber pour être plus dans un écosystème. On va dire, pourquoi pas, si je vous donne un exemple, j'ai un problème médical, je pourrais prendre rendez-vous chez le médecin après avoir été rechercher des conseils, je pourrais prendre rendez-vous chez le médecin directement sur l'application de l'assureur et qui générerait ça. Si j'ai des problèmes de mobilité, je pourrais tout à fait imaginer que le transport, le déplacement vers le prestataire de soins soit aussi organisé à ce niveau-là. Donc on va dire c'est l'écosystème. Maintenant, dire dans quelle direction va aller l'écosystème, c'est compliqué parce qu'on ne doit pas oublier non plus qu'on est dans un cadre législatif qui est très très restrictif. Peut-être un des plus contrôlés en Suisse avec les banques. C'est vrai, je vous remercie. Très intéressant. Alors on a un petit moment pour deux questions. Donc, si vous êtes intéressé par le secteur de l'assurance, c'est le moment. Bon, alors on va continuer. Si personne, voilà, sinon on posera des questions à la fin. Pascal Critin, alors directeur de la RTS. Vous avez été secrétaire général de la RTS. Précédemment, vous étiez directeur d'Espace 2, donc vous connaissez bien la radio, la télévision. Vous avez été aussi directeur artistique dans l'ensemble vocal, donc une palette très large. Donc le monde médiatique vit une profonde transformation.
La concurrence globale, on a d'un côté une concurrence qui se fait totalement globale et d'un autre côté, on a un public qui veut du sur-mesure. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour contenter tout le monde ? D'abord, bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, vous avez dit là en quelques mots la réalité dans laquelle on vit, arc-bouté comme ça sur deux réalités qui sont d'ailleurs des sortes de permanence aujourd'hui. Il y a un basculement, mais le basculement se fait de façon assez lente. Il est constant, il est fort, mais il est relativement lent si on prend sur une échelle de temps à moyen terme. Et le but, c'est maintenant d'arriver à vivre sur ces deux temporalités. Ben, comment on fait on doit à la fois garder, surtout pour un média de service public, la capacité de rassembler le maximum de personnes en radio, en télévision, et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il y a aujourd'hui toujours, disons, 75-80% des gens qui écoutent la radio, qui regardent la télévision. Et puis en même temps offrir des offres extrêmement individualisées. Parce que je suis sûr, tout le monde ici dans cette salle regarde un moment la télévision lorsqu'il y a un tennisman célèbre de Suisse qui joue, ou maintenant pour Auré, pour le ski, etc. Donc il y a des moments où on est tous rassemblés, ou en tout cas une grande partie d'entre nous rassemblés devant la télévision ou devant la radio, la matinale par exemple pour l'information, etc. Et puis chacun d'entre nous, en même temps, ou enfin à un autre moment dans la journée, on consomme de façon individualisée. Chacun ce qui m'intéresse quand je veux, là où je suis, à la fois dans la temporalité, sur le type de support, sur le type de format et sur le type de thématique. Et donc, on doit vraiment vivre dans une double dimension permanente pour assurer les deux. Vous créez aujourd'hui des formats pour les réseaux sociaux, des formats pour le broadcast. Ça nécessite des infrastructures très différentes. Comment est-ce que vous gérez aussi ça ? Parce que vous devez aussi prévoir sur du long terme. Les investissements se font sur du long terme. Comment est-ce que vous pouvez prévoir comment est-ce que demain on produira toutes ces émissions ? En fait, la transformation, la digitalisation chez nous dans un média comme la RTS, média radio, télévision et digital, c'est une transformation complète de l'offre, telle que je viens de décrire. C'est une transformation complète de la distribution, c'est le mot qu'on emploie pour la transaction et la relation client chez nous. Ça va dans les deux sens. Ça modifie complètement aussi notre posture, notre statut de média, puisque vous produisez tous des contenus. Vous produisez tous des contenus sur des médias, d'accord, des réseaux sociaux. Et nous, on est aussi un média. Alors, ça change complètement le positionnement, si vous voulez. Et puis, ça change profondément les métiers et les organisations. En fait, on est dans une sorte de grande lessiveuse, mais le terme est négatif, mais pour nous, c'est très, très positif parce que ça offre en même temps énormément d'opportunités. Et donc, on essaye de vivre ça en transformant précisément ces 4 piliers que je viens de vous donner maintenant. Alors, j'aurais des tas d'exemples concrets. Hein. Je ne sais pas si vous souhaitez que je les développe ici, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on parle de 5K. Et puis, en même temps, on est avec des téléphones portables. On peut aussi diffuser. Donc, on est sur une variation qui est énorme, une amplitude énorme, avec des besoins, disons, des investissements qui sont conséquents sur des trucs comme la 5K. Est-ce que c'est une norme qui sera intéressante ou pas, ou c'est démesuré d'aller sur des choses pareilles ? Bon, la 5G, elle est intéressante pour nous parce qu'elle permet effectivement de distribuer beaucoup plus de contenu et de faciliter l'accès du public. Ça, c'est clair que nous, on suit ces évolutions technologiques. Mais disons, pour répondre à la question, c'est vrai que nous avons une sorte d'accélération, si vous voulez, du tempo chez nous. Il y a encore, qu'est-ce qu'il faut dire, une quinzaine d'années, on pouvait encore investir dans le broadcast, investir dans un studio de télévision, dans les outils qui font un studio de télévision, puis on avait, disons, un investissement qui était sur une durée de 7 ans pour le matériel, et puis, disons, beaucoup plus longtemps pour les bâtiments, pour le dur, quoi. Et puis, voilà, on était dans une sorte de continuum, comme ça. Et puis maintenant, regardez à la vitesse du monde médiatique ce qui se passe en 7 ans. Hein. Il y a une petite dizaine d'années que l'iPhone est né, que l'Internet est arrivé dans notre poche, qu'il a complètement bouleversé la relation à la distribution, qu'il a complètement bouleversé justement la personnalisation, et puis aussi notre capacité, la vôtre, de produire des contenus, comme je disais. Et donc, il y a une accélération du temps qui est formidable chez nous, et la durée de 7 ans, par exemple, c'est juste presque un temps d'éternité. Concrètement, la RTS, on est en train d'imaginer de construire un nouveau bâtiment au campus de l'EPFL pour abriter la radio, peut-être une partie de la télévision et puis le digital. Et puis, quand on pose les questions aux équipes chez nous pour dire comment tu imagines qu'on va produire nos émissions dans 6 ans, seulement dans 6 ans, la réponse, c'est un grand silence. Et donc, on doit, en fait, se mettre en disposition de grande modularité.
dans tout ce qu'on fait, dans les métiers, dans les organisations, dans les outils. Et on sait aujourd'hui que l'outil qu'on achète aujourd'hui dans nos anciens bâtiments de la RTS, c'est celui qu'on n'utilisera plus déjà dans le bâtiment dans 6 ans qu'on va créer sur le campus de l'EPFL. Et ça, c'est assez challenging, c'est très passionnant. Et notre offre, je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle sera en 2024. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura toujours de la radio, toujours de la télévision, consommée de façon linéaire, c'est-à-dire qu'on regarde tous ou on écoute tous quelque chose à un moment donné, mais ça, beaucoup moins que par le passé. Et puis ensuite, cette offre radio-télévision, elle sera consommée par chacun d'entre nous de façon délinéarisée et à la demande. Par exemple, en rattrapage, d'abord, à plus 2 heures, plus 3 heures, plus 4 heures avec les box. Et en plus, cette offre, qui vient de l'audio et de la vidéo, qui n'est plus tout à fait de la radio-télévision, elle est sur des plateformes digitales. Et donc, nous, on estime que, très concrètement, d'ici 4-5 ans, 50% de notre offre sera digitale. 50% ce qu'on appelle le broadcast traditionnel, la radio et la télévision traditionnelle, entre guillemets, et 50% d'offres digitales, soit digital only, soit digital qui reprend une partie de ces contenus et qui les distribue complètement autrement. Le développement des assistants personnels va aussi changer la manière dont on va consommer des programmes, parce qu'aujourd'hui, on est sur encore une logique de chaîne. Dans la logique de chaîne, il y a des marques, c'est-à-dire des magazines ou des trucs, mais quand on devra parler à Google et on lui demandera une émission, quel sera le lien? Le lien sera par rapport au nom de l'émission ou par rapport au nom de la chaîne? Parce que là, on va changer complètement, c'est-à-dire on est encore dans un basculement qui est en devenir et qui va changer complètement notre façon de consommer tous les produits. Nous, on vient d'un monde qui, la situation romande est très intéressante parce qu'il y a un petit débat actuellement, vous savez, sur la localisation des activités entre Lausanne et Genève. C'est très intéressant cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ce monde dans lequel on vit encore, c'est dessus de 1960, 59 pour être exact. Et à ce moment-là, on a créé le fédéralisme auquel on tient, la décentralisation de la SSR, en disant on met de la radio d'un côté, la télévision de l'autre. Donc on a organisé le monde parce qu'il était vertical, par média. Et aujourd'hui, le monde est horizontal, plus par médias, mais par thématique et centre d'intérêt. Et donc, on doit redistribuer les activités horizontalement, partout, mais par thématique. Est-ce que la question que vous venez de poser, c'est exactement ça. Les émissions vont toujours exister, parce que vous allez toujours vouloir voir Temps Présent, regarder le 19h30 ou écouter une émission de la radio. Mais en même temps, ce qui vous intéresse, c'est le sport, ou la culture, ou la conso, etc. Et vous allez dire à Google... OK Google, donne-moi le dernier Flash Info, ou bien donne-moi le dernier, alors Temps Présent ça ne va pas être possible sur Google Home, mais telle émission de la radio par exemple. Et puis petit à petit, vous allez aussi commander des contenus, je ne peux plus parler d'émissions, des contenus par centre d'intérêt thématique. Donc il faut aussi qu'on développe en même temps, qu'on remouline ces contenus, si vous voulez, ces émissions qui étaient verticales, dans des contenus horizontaux comme ça par centre d'intérêt. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à entendre sur la pêche à la truite ? Et donc, il faut vraiment organiser complètement par derrière des bases de données, des reformatages, etc., pour en fait faire une sorte de grande curation de tous nos contenus pour les reproposer à notre public selon ses centres d'intérêt. Comment est-ce que vous arriverez à faire comprendre à un jeune qui vous dit qu'il ne regarde pas la télévision, mais qui vous parle qu'il a regardé telle émission qui vient de la RTS, et de lui faire comprendre que la télévision, ce n'est pas forcément l'écran qu'il y a dans le salon de ses parents, mais que ce qu'il regarde, c'est quand même aussi de la télévision. Et ça, c'est pour cette génération X et Z, c'est très compliqué. Vous savez qu'il y a eu une petite campagne en Suisse il y a quelques mois qui s'appelait Nobilag. Et j'ai rencontré énormément de gens. J'ai eu à peu près 70 débats, entretiens, interviews, etc. Et puis, les premières personnes que j'ai rencontrées à peu près 6 mois ou 9 mois avant le vote du mois de mars, c'était des jeunes qui m'ont invité, des Ophingiens, des gens comme ça. Et ils me disaient, c'est monsieur, moi, je regarde jamais la radio, je regarde jamais la télévision et j'écoute jamais la radio. Puis je leur disais, je sais. Parce qu'on voit dans nos audiences que l'écoute chez les jeunes, elle est très, très basse. Mais je leur disais, quand Federer joue, vous le regardez jouer? Quand la Suisse joue, vous la regardez jouer? Ah ouais, bien sûr. Donc, en Suisse romande, vous regardez la RTS? La plupart du temps, parce que c'est assez rare que Eurosport offre toute l'offre que nous proposons. Et puis, Yann Marguet, vous connaissez, vous écoutez? Ah ouais. Ben, c'est RTS. Donc, notre challenge maintenant, c'est justement... On n'est pas propriétaire de tuyaux et d'écrans. On est producteur, fabricant de contenu. C'est 2 changements différents, d'accord ? On produit, on fabrique, et
indépendamment du support sur lequel vous consommez. Et ça, c'est notre challenge de pouvoir le distribuer partout. Et finalement, on a lancé, je donne ce petit exemple, pour les jeunes autour de 15 ans, 18 ans, on a lancé une offre qui s'appelle Tataki. On l'a lancée de façon un peu virale, en laissant faire la communauté, sans aucun marketing, sans aucune promotion. Je ne devrais pas dire ça ici. Hein. Et donc, on a voulu voir si la communauté s'emparait du produit. Et aujourd'hui, on a 35 000 jeunes qui sont des friends, si vous voulez, de Tataki. On a des contenus de Tataki qui ont des scores, des audiences, si vous voulez, des scores de vidéos vues qui sont vraiment à 6 chiffres, hein, qui sont parfois très impressionnantes. Et ce que je veux dire par là, c'est que Tataki, avec un petit logo RTS, quand on fait une enquête une année après auprès des jeunes, du public cible, 75% de ces jeunes créditent à la RTS. Donc c'est possible. Parfait. Je vous remercie. Une petite question? Ou alors peut-être on passe aux questions à la fin. Voilà. Monsieur Alvarez, vous êtes directeur stratégie digitale et vente de M3 Real Estate John Taylor Genève. Vous aviez été précédemment directeur d'une société d'immobilier et vous venez du family office, donc vous connaissez bien le monde, je dirais vraiment, c'est la relation client, c'est le service au client. Le monde de l'immobilier, c'est une règle. Absolument. Oui, bonsoir d'abord à toutes et à tous. Oui, dans l'immobilier, alors on est certainement le secteur qui est probablement un des plus en retard par rapport à d'autres secteurs comme l'assurance ou les banques, probablement les médias. Mais on est un secteur qui sommes confrontés tout le temps à la clientèle. C'est cette clientèle qui nous fait changer. En fait, nous, chez M3, on a abordé le digital pas comme un problème de robot ou un problème d'informatique ou d'ordinateur. C'est un phénomène social. Les gens changent, la manière dont communiquent les gens, les clients changent, et la manière dont le client collabore et traite avec les entreprises change. Donc c'était presque un réflexe de survie. Si on veut continuer à avoir des clients, il faut savoir leur répondre et comment leur répondre. Je reconnais pas mal de sujets qui nous interpellent également, cette immédiateté dans le service. C'est pas le propre de l'immobilier, surtout dans l'activité de régie. Mais des fois, on se posait la question comment ça se fait que l'immobilier est arrivé si tard dans le digital. Est-ce que c'est parce qu'on parle de pierre, de murs? Mais je pense qu'en fait, c'est un métier qui est très fractionné. J'ai participé à beaucoup de séminaires, des conférences un peu à l'étranger. Et on entend toujours ces starters, ces super jeunes qui ont plein d'idées, plein d'applications pour offrir plein d'informations immédiates. Puis en réalité, quand on descend un peu plus en profondeur dans la discussion, et c'est un phénomène que j'imagine on vit tous, quand on rentre dans l'opérationnel, c'est plus compliqué. Alors nous, on a abordé le digital il y a très peu de temps, il y a à peu près un peu moins d'une année, en se posant la question, ok, on sait qu'il y a des newcomers, des startups, des plateformes qui font tout. Ok, on a les robots, on connaît les ordinateurs, mais concrètement, on fait quoi? Et en fait, on a commencé par s'auto-analyser. On a fait un audit digital de tous nos flux, tous nos processus. Alors évidemment, l'activité qui avait plus besoin d'automatisation et de digitalisation, c'était la régie. On a des milliers de documents, d'échanges documentaires. On a énormément de téléphones. Un gérant administratif ou technique passe plus de 70% de son temps à répondre au téléphone et aux emails. Et donc, on a commencé comme ça à prendre des axes prioritaires. Alors, oui, le plus important, c'est les clients. Aujourd'hui, les clients, ils veulent savoir qu'on répond tout de suite à leurs demandes. Ils veulent savoir quand est-ce qu'on va visiter l'appartement. Ils veulent savoir où on en est tout le processus d'accompagnement dans leurs transactions. Mais dans votre secteur, ce qui est paradoxal, parce que, par exemple, l'assurance, on l'a choisi, mais vous, on ne choisit jamais sa régie, parce qu'on va choisir un appartement, ou même si on achète, et on va tout d'un coup avoir une relation avec une régie. Donc, comment est-ce que vous faites, vous, pour pouvoir marketer un public dont vous ne savez pas, parce que des fois, vous avez pas assez de biens pour toute la demande, donc c'est compliqué. En même temps, comment communiquer avec ces gens? Donc, comment est-ce que vous faites pour déjà avoir une identité en tant que telle? Alors, on a évidemment plusieurs couches de clientèle. On a une première clientèle qui est la clientèle qui occupe les logements, donc cette clientèle de locataires et de copropriétaires quand on a des promotions. Et là, je pense que le challenge des groupes immobiliers, c'est de faire des nouvelles propositions. On est en train de réfléchir, par exemple, pour nos promotions, qu'est-ce qu'on peut offrir de différent? La domotique, qui à l'époque, il y a 10 ans, était une problématique. Aujourd'hui, c'est presque un must. Donc, il faut qu'on prévoie tous nos projets avec la bonne domotique
je rejoins un petit peu votre réflexion sur qu'est-ce qu'on propose. De plus, l'immobilier, ce n'est pas que un logement ou qu'un bien, c'est aussi des services. On imagine maintenant avoir une tablette dans nos appartements que l'on gère ou que l'on vend, une tablette interactive sur la consommation, sur la vie sociale dans l'immeuble, sur l'appel à des services. Ça, c'est pour la partie locataire. Pour les propriétaires, on vit une tendance, comme dans beaucoup de métiers, à la réduction des marges. Donc, pour pouvoir être aussi efficace, et je rejoins la notion du banking, pour pouvoir proposer plus et plus vite et moins cher, on est obligé de se restructurer. Donc, on est obligé de penser nos métiers différemment. Pourquoi est-ce qu'un locataire ou un copropriétaire à 6 h du matin qui ne peut pas sortir avec sa voiture parce que la porte du parking est fermée et qu'il appuie sur sa télécommande et ça ne marche pas, pourquoi il n'a pas de solution avec la régie? Pourquoi il doit attendre 7h30 que la régie l'ouvre? Pourquoi pas lui proposer d'interagir directement avec le prestataire qui intervient? Du coup, le gérant, quand il arrive à 7h30 au travail, il est au courant. J'ai eu un incident déclaré, j'ai une intervention d'un prestataire, je peux qualifier la demande et j'ai des éléments statistiques. Pour nous, en tout cas chez M3, on est déjà en train de réfléchir à la disparition d'Outlook. Outlook est un élément, on vit tous avec Outlook aujourd'hui, mais Outlook ne propose rien. Pas d'éléments statistiques, pas de suivi et pas de consolidation. Donc voilà ce qu'on fait pour essayer de garder nos clients et en attraper plus. Vous faites des études de satisfaction? Alors, pour faire les études de satisfaction, elles sont très difficiles avec Outlook. Avant d'envoyer un message à tous nos locataires ou faire des circulaires. Alors qu'avec avec le monde applicatif ou les applications, on pourra avoir un système de badging où les gens, après l'intervention, seront satisfaits avec un smiley, avec des notes. Après un état des lieux, après une remise d'appartement ou après une livraison d'un logement, ils pourront indiquer leur niveau de satisfaction. Alors la réalité virtuelle arrive beaucoup, surtout pour des nouvelles constructions, ou disons pour la vente. Oui, j'ai vu des programmes où vraiment on peut même imaginer, pendant qu'on visite l'appartement, on peut déjà mettre ses meubles. Vraiment, on peut, tout d'un coup, je veux dire, ça crée, on s'y voit. Donc, comme dirait Plaza, hein, on vit le moment. Vous offrez ce genre de choses parce que toutes ces applications, vous les développez nativement, ou est-ce qu'il y en a suffisamment sur le marché pour que ce soit, disons, assez intéressant? Alors, il y a énormément de choses sur le marché. J'allais dire qu'il y a des choses sur le marché, des nouvelles choses chaque semaine. Oui, c'est vrai. Après, il y a comme on dit en anglais, nice to have, et les choses qui sont vraiment qui amènent de la plus-value. Comme vous disiez, nous, le plus important, c'est de répondre à la clientèle et répondre aux attentes de la clientèle. C'est une grande réflexion qu'on a tous les jours. Est-ce que d'avoir une pièce dans laquelle on peut visualiser sur les 3 pans de mur l'appartement dans lequel on va aménager, on peut changer la couleur du sol ou de l'aspect de la cuisine, est-ce que c'est ça qui va faire plus vendre? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc vraiment, on se concentre sur les technologies qui vont apporter un plus à la clientèle et qui sont des choses qu'on pourra récupérer dans le pricing. Parce que vous pouvez investir énormément d'argent dans un programme. Je vous donne par exemple l'autre extrême. Vous faites un programme de 20 appartements dans une zone de développement. La seule chose que vous devez faire aujourd'hui, et c'est aussi la technologie qui l'a amené, c'est un site dédié où tous les renseignements, tous les éléments se trouvent sur ce site. Je vous assure que dans ces programmes-là, en une semaine, vous avez quasiment tous vos appartements qui sont vendus. Là, vous n'avez pas besoin d'amener de la technologie supplémentaire. Alors que dans certains programmes un peu plus premium, là, on a commencé à réfléchir à la domotique, aux images 3D, voilà, à des visites virtuelles, à des choses comme ça. Donc, est-ce que les courtiers persisteront? Parce que c'est très particulier, les courtiers. Mais ouais. Un courtier vous fait une vente. Alors, ils ont quand même des réseaux. Voilà. C'est aussi une très grande question. J'entends souvent dire que le courtier n'existera plus bientôt. C'est vrai, aujourd'hui, pourquoi on payerait 50 000 francs ou des fois plus pour quelqu'un pour vendre un appartement quand il y a des plateformes qui existent qui le proposent sans commission ou pour 2 000 francs? Je pense que là, de nouveau, il faut être sur plusieurs créneaux. On ne peut pas ignorer, comme on ne pouvait pas ignorer, comme les compagnies aériennes n'ont pas pu ignorer EasyJet. Je pense que n'importe quelle chaîne hôtelière n'a pas pu ignorer Airbnb ou Booking.com. Donc on ne peut pas ignorer cette nouvelle vente low cost. Donc on va développer, et il y a déjà des sociétés qui le font. Ça va devenir une vraie concurrence, vous pensez? Alors, parce que le peer-to-peer, finalement, ça a toujours existé. Alors la concurrence dans le courtage, elle a toujours existé, et j'allais dire elle est bonne pour le métier. Oui. Simplement, il va y avoir trois créneaux. Il y a celui qui va ressembler beaucoup à Airbnb, où les personnes vont mettre leurs propres objets sur des plateformes, décider s'ils veulent des photos de professionnels, décider comment ils veulent apparaître sur les moteurs de recherche, et puis décider du niveau d'accompagnement.
effectivement, pour ce genre de prestation, on pourra difficilement justifier le prix d'un courtier ou le prix d'un mandat traditionnel. Et là, ça existera. Simplement, on n'est pas dans un marché comme la France ou les États-Unis ou l'Angleterre. On a très peu de transactions par année. Et nous, les professionnels d'immobilier, on se pose la question de savoir comment ces structures, comment ces gens peuvent vivre de ce niveau de transaction. Mais en fait, on est en face à un autre phénomène. C'est des gens qui mettent en place des plateformes en fait, pour créer une communauté. Et en fait, c'est cette notion de communauté qui est vendue à travers ça. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Mais je ne pense pas que ça signifiera la fin du courtage. Je pense parce que vos clients, ils ne font pas partie de votre communauté. Vous n'avez pas réussi à générer... Je veux dire, il n'y a pas de l'amour pour sa régie. Non. Ça, c'est un truc qui est essentiel. Parce qu'une communauté, il faut aimer le produit. Non, le seul amour, comme on a parfois, c'est le courtier quand il vend bien le bien. Effectivement, non. On n'a pas d'amour pour la régie. Et la notion de communauté ne sera certainement pas développée dans la partie gérance. Mais on est en train de réfléchir. On va avoir un produit une plateforme qui va sortir le mois prochain, qui en fait s'apparente à créer une communauté d'apporteurs d'affaires. Aujourd'hui, le monde des apporteurs d'affaires dans l'immobilier se bloque à une notion de relationnel, parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un bien immobilier à vendre. Le temps que vous passiez les différents filtres entre les courtiers et les gens concernés, ça bloque le processus. Donc l'idée, c'est de créer justement une communauté d'apporteurs d'affaires avec une plateforme, et la simple formation peut dégager une prime. Là, peut-être, on va créer une communauté des gens qui nous aimeront bien. Mais vous faites un magazine pour remercier vos clients, non? Oui, on fait un magazine pour communiquer. C'est quand même dingue, quoi. Voilà. On fait un magazine pour communiquer. Et on va aussi utiliser la notion de plateforme et d'application pour échanger, pas seulement sur des problèmes techniques ou administratifs, mais aussi sur la vie sociale des immeubles et des quartiers que nous gérons. Parfait. Je vous remercie. C'était très intéressant. Merci. Monsieur Dur, membre de la direction générale du groupe Romand d'énergie et directeur de Romand d'énergie commerce. C'est juste? C'est cela. Alors, comme le secteur des assurances, l'informatisation et la digitalisation vous ont permis de gérer la production, la consommation, mais aujourd'hui, vous allez encore plus loin. Racontez-nous, parce que vous avez vraiment... vous allez loin. Et on n'a pas le choix. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour poser le cadre, nous sommes une industrie centenaire où nous avons l'habitude de parler pendant 100 ans à des abonnés. On a découvert que les clients existaient il y a 20 ans à peu près. Et puis, dans une industrie où finalement, on a l'habitude de calculer ses rentabilités sur des périodes d'entre 60 et 80 ans à peu près, qu'on fait un barrage, des transports, etc. Et on est arrivé en quelques années dans un monde où la demi-durée de vie d'un tweet est de 30 minutes, sauf erreur. Donc il y a un petit décalage, il y a un temporel qu'il fallait combler. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de département commercial dans les entreprises d'énergie. Donc c'est assez récent. Tant mieux pour nous. Il y a une énorme transformation. En fait, on est au devant d'une révolution complète de notre industrie. On va vivre c'est vraiment une révolution. Il faut s'imaginer que c'est un milieu qui est très verticalisé, pour reprendre les termes précédemment évoqués. Vous avez de très gros producteurs en Europe, des très gros transporteurs, et de fil en aiguille, ça vient jusqu'à l'entrée de votre domicile. Aujourd'hui, par le fait de deux vecteurs de transformation, la numérisation, la digitalisation, qui changent complètement le rapport, effectivement, de cette chaîne de valeur, puisqu'elle va permettre de mettre en relation directe, comme dans toutes les autres industries, des producteurs et des consommateurs, voire même c'est la même personne. Et puis, la technologie aussi de la production, en fait, qui va vous rendre indépendant jusqu'à un certain degré dans votre consommation d'énergie. Pour un produit dont usuellement on ne se rend compte de sa valeur que quand on n'en a plus. Ce qui est assez en fait inhabituel. Donc effectivement, on connaît tous, pour certains, 1 heure sans électricité, c'est romantique. Et puis pour d'autres, ça peut être fatal. Donc il faut arriver à gérer tout cet environnement, cette transformation, pour quelque chose qui est en fait un dû. Donc c'est un produit qui est... on ne se pose pas de la question si j'y ai droit ou si j'en ai envie. C'est juste, il le faut, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut arriver à créer dans un environnement effectivement numérique de l'émotion, pour reprendre, parce que même dans ce milieu-là, c'est aussi une question d'amour. Ah oui. De couleurs. L'énergie. Et de couleurs, et tout ceci en n'ayant qu'à peu près 4 contacts assez arides par année, que sont les 4 factures qu'on envoie. Je vous envie, monsieur Desmartin, avec 12 factures par année. Je suis jaloux. Donc, comment arriver finalement à recréer et à dire que c'est pas acquis, c'est pas un bien qui tombe du ciel.
Ça se passe pas par hasard. C'est pas non plus une forme d'arrogance et que vous nous devez tout. Ça a été la situation des électriciens, c'est vrai quand même pendant longtemps, où on savait du haut de notre piédestal ce qui est bon pour le consommateur. Et le monde et la numérisation changent ceci fondamentalement dans la relation, c'est que le consommateur a pris la main. Et ça, c'est un changement énorme et à gérer en quelques années. Alors, du point de vue marketing, c'est fabuleux, mais ça change radicalement le mode de relation avec les clients. Donc, avant d'arriver aux communautés de consommation, il y a déjà avec Déclic, vous donnez la possibilité à vos clients de consommer à leur rythme, ce qui est déjà... donc, on peut choisir sa source d'énergie, bien que je n'ai jamais compris, mais on l'a choisi, mais dans le fond, on ne la choisit pas parce que on achète du vert, du bleu, mais dans le fond, on achète il arrive ce qui arrive. Donc ça, c'est un truc, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Moi, je pensais que si on achetait du bleu, on avait vraiment du bleu, mais non, c'est un package où il y a tout dedans. Mais bon, aujourd'hui, vous donnez la possibilité, donc déjà, de consommer à son rythme. Ça veut dire quoi, consommer à son rythme? Oui, on fait du marketing assez contre-intuitif, en définitive, puisque notre mission, c'est de vous aider à acheter le moins possible chez nous, en termes d'énergie. Donc d'ailleurs, quand on vient avec des programmes de consommation d'économie d'énergie dans les entreprises et autres, il y a d'abord un problème de légitimité, voire de crédibilité. Mais vous ne pouvez pas m'aider à moins consommer parce qu'il y a anguille sous roche, là. C'est pas normal, vous me cachez quelque chose. Non, alors sachez que si on ne vous vend pas, c'est qu'on ne produit pas. Donc à la fin, l'idée, c'est quand même le meilleur électron, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc pour nous, ce n'est pas un défi monstrueux que de ne pas produire. Au contraire, c'est une incitation. En plus d'être une nécessité par rapport aux enjeux qu'on a sur le plan notamment environnemental. Donc oui, il faut le faire. Maintenant, pour revenir sur ce point-là, et je me réjouis de vous redonner la réponse, l'électron est le même, Dieu merci, les lois de la physique sont supérieures aux lois du marketing, n'en déplaise à certains. Mais vous aurez toujours de l'électron, ça suivra les lois de la physique. En revanche, quand vous choisissez une origine, nous avons des produits que nous avons appelés par région, terre suisse, terre romande, terre d'ici. On va préciser le lieu de production et la nature du moyen de production à engager. Ça se fait par des garanties, parce que c'est un produit, là aussi, il est un petit peu complexe, parce que quand vous l'avez consommé, il a été produit quasiment instantanément, et vous allez le payer après, sans savoir exactement combien vous allez en utiliser. Donc je dois pouvoir vous demander, dites-moi à l'avance, quand vous consommerez de l'énergie, à la hauteur de votre consommation, quel moyen de production vous voulez que j'engage? Du solaire, de l'éolien et toutes sortes de productions. Et si possible, vous pouvez aussi me dire dans quelle région, en Suisse, prioritairement Suisse romande, voire même pour nous, dans quelle région de Suisse romande vous voulez qu'on le produise. Donc en fait, on garantit et on vérifie que la quantité d'énergie que vous avez consommée a bien été produite selon les contraintes que vous nous avez données sur la base d'un bilan annuel. Parfait. Mais vous allez encore plus loin. Donc, avec les communautés de consommation, vous changez carrément de business model. Votre futur métier, dans le fond, ne sera plus de produire de l'énergie, mais d'aider vos clients à vendre l'énergie qu'ils vont produire eux-mêmes. Donc, dans le fond, vous allez devenir un gestionnaire de data. La donnée devient l'élément clé. La donnée énergétique devient au centre, autour de l'électron, effectivement. La loi a changé il y a une année maintenant, et autorise des immeubles ou des regroupements d'immeubles à produire et à consommer, à devenir ce qu'on appelle une communauté de consommation. En fait, c'est une forme de libéralisation du marché quelque part avant l'heure. Ça change énormément, puisque avant, on pouvait savoir finalement qui allait produire à quel moment, et puis on pouvait prévoir nos courbes d'achat. On achète l'énergie 4 ans à l'avance, à peu près, il faut savoir, et on la corrige encore le jour d'avant. Mais avec un nombre grandissant, et c'est exponentiel, de clients, de groupements de clients qui, en fait, on ne sait pas quand ils vont produire, on ne sait pas ce qu'ils vont consommer, donc on est tributaire. Avant, le flux était totalement vertical dans un sens, et maintenant les flux d'énergie vont dans tous les sens, et nous on est un petit peu comme des aiguillères, un petit peu à ne pas savoir exactement quand le train va arriver et sur quelle voie, quelque part. Donc on doit arriver à gérer ces éléments-là, et on avait le choix. Soit effectivement on s'arrête au bord de la route et puis on pleure, et puis on dit on en vendra de moins en moins, ou alors on change le modèle d'affaires. Et notre mission, telle qu'on l'a entamée il y a effectivement maintenant il y a 2 bonnes années, c'est d'aider nos clients, on les accompagne pour finalement accélérer, c'est une vraie révolution énergétique en Suisse. Donc c'est les aider à devenir indépendants sur le plan énergétique, les aider à devenir indépendants de nos propres produits, quelque part. La finalité en termes de transformation de modèle d'affaires, c'est qu'on vient, et on est tous des sociétés industrielles avec des actifs industriels, et on devient une société de services purs, avec des actifs industriels. Donc en termes économiques, c'est un énorme changement. En termes de marketing, je vous ai parlé avant de la crédibilité et de la légitimité.
Heureusement, il y a la relation de confiance qui nous aide effectivement à accompagner nos clients dans ce sens-là, mais pour les aider à devenir vraiment indépendants, et vous toutes et tous, la très grande majorité, vous allez le devenir, que vous le vouliez ou pas, indépendants à relativement moyenne échéance, sur le plan énergétique, non pas parce que c'est un dû, mais parce qu'à un moment donné, c'est une tendance aussi sociétale. On veut aussi avoir un contrôle de quelque chose qui était très global. On revient vers quelque chose de plus local. On voit les locavores, ça marche aussi dans l'énergie. C'est aussi un besoin. On n'est pas sur la pyramide de Maslow, mais pas loin en termes d'énergie. Et ça répond à un vrai besoin énergétique. Donc on a pris ce pari de transformer complètement notre modèle d'affaires et d'aider nos clients à devenir indépendants de nous. Donc vous êtes aussi, maintenant vous intéressez beaucoup à la Smart City et vous avez aussi des start-up, un pôle start-up ou un laboratoire à l'EPFL. Donc vous cherchez quoi là-dedans? On est conscient, comme tout le monde, que la donnée va devenir le centre. Mais on est les derniers à rentrer un peu dans le vortex digital, dans le monde de l'énergie. Mais on y rentre assez rapidement. Et puis bon, des vieux grigous de 50 ans comme moi, effectivement, on n'est pas forcément au fait, mais je crois qu'aucune industrie n'y échappe. Ouais. Donc on a eu la chance de développer le Smart Lab, qui est une unité, un incubateur de nouvelles idées autour de la donnée énergétique. À l'EPFL, on est au Parc de l'Innovation. On a la chance de pouvoir baigner au milieu de ces startups et d'autres plus grandes entreprises comme Logitech, Swisscom et d'autres. Et c'est un bain de jouvence que d'être là-bas parce qu'effectivement, ils nous challengent, ils nous questionnent. J'ai une dizaine de collaboratrices et collaborateurs sur place, tous à temps partiel évidemment, parce qu'il y en a un qui est ambassadeur d'une marque de ski, enfin il y a un peu de tout, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à des nouveaux modèles. On met, pour exemple, on a sorti deux produits. Un, c'était sur les micro-réseaux, c'est comment de nous aider des groupements de clients à devenir indépendants. Et le deuxième, peut-être qu'on pourra répondre, M. Alvarez, à votre besoin un jour, mais voilà. On travaille sur le Smart Living, qui est l'étape pour nous après le Smart Home. Vous êtes sur la domotique, on est sur peut-être l'automatisation, après on est sur la programmation avec le Smart Home, et on travaille sur la donnée. Maintenant, la donnée que l'on acquiert du client, elle a d'autant plus de valeur que le client n'a pas le choix de nous la donner. Donc ça nous oblige à un respect dans la relation du client, dans le respect de ses données, d'autant plus qu'en fait, on en a le bénéfice. Mais on n'en a le bénéfice que pour les données et que pour les activités du monde régulé. Donc, on change de modèle. Et demain, on ne vendra plus du kilowattheure au mètre, au kilo, quelque part. Mais ça va devenir un produit sous-jacent. Donc, ce à quoi on travaille, et on a lancé les produits de Smart Living, effectivement, l'année dernière, où sur des immeubles complets, on équipe, effectivement, des solutions qui permettent de gérer un bien-être, alors de la consommation. Mais il faut faire très attention à ne pas rentrer dans le gadget, parce que ça c'est le pire, parce qu'on va le faire 2 fois, ok, je vais apprendre ma consommation, et alors, une fois que j'aurai appris, donc je vais pouvoir me comparer, me benchmarker, voir si je m'améliore, et que se passe-t-il si je change ceci. Mais ce n'est pas suffisant, donc on va après dans la vie, dans la société, et en fait d'un produit on passe maintenant à l'usage de l'énergie, et c'est le changement qui est fondamental, où l'énergie va devenir un élément sous-jacent d'une offre de vie, en fait, dans l'habitat. Écoutez, c'est passionnant. Je pense qu'on peut carrément créer une start-up entre vous 4. Là, ça en ferait vraiment... Vous êtes les bienvenus sur cette table. Là, je pense qu'on va vraiment... Waouh, le futur est magnifique. Monsieur François Courvoisier, vous êtes doyen de la HESSO ARC. Vous êtes aussi à l'Institut du marketing horloger. Et puis, vous organisez aussi les journées du marketing horloger qui sont toujours très intéressantes. Le monde, donc ce monde du luxe et de l'horlogerie, n'a pas cru au e-commerce avant que le marché asiatique et américain fasse pression. Et comment vous expliquez cette méfiance? Pourquoi ce monde, est-ce que le fait d'être dans le luxe, ça semblait que le digital était impossible? Alors tout d'abord, merci de votre invitation. Déjà, Madame Marchand, merci à Swiss Marketing Vaud. Je viens en voisin et ami, vu que je suis membre de Swiss Marketing Neuchâtel. Je salue les Vaudois de la part des Neuchâtelois. Ma posture est un petit peu différente de celle des personnes qui se sont exprimées précédemment, parce que je ne suis pas chef d'entreprise, je suis professeur dans une haute école. Je n'ai pas de produits à vendre, si ce n'est des services, notamment des services de formation. Et puis, je m'intéresse particulièrement, en effet, au secteur plus précisément du marketing horloger que du luxe, parce que le luxe, c'est énormément de secteurs, on pourrait en parler pendant une semaine. Non, on va rester sur le marketing. Je vais concentrer un petit peu mes propos sur le marketing horloger. Et pour rebondir par rapport à ce que disait Philippe Dur,
je pense que l'horlogerie est encore plus en retard que l'énergie en matière de digitalisation. Certaines marques, en tout cas. On peut, et avant de répondre à votre question, Madame Marchand, on peut peut-être faire une sorte de typologie entre des entreprises qui sont très à l'avance, des entreprises qui sont moyennement digitalisées, puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ça dépend surtout de la chaîne de valeur et de la taille de l'entreprise. Alors, il y a des entreprises horlogères de haut de gamme, surtout en B2C, qui sont très à la pointe, notamment dans la gestion de la relation client, la présence sur les réseaux sociaux, les e-shops, qui peuvent être aussi à la pointe. La digitalisation, c'est également dans les processus de production, de fabrication, où là, si on entre dans les processus de fabrication chez les co-traitants, les sous-traitants, les fournisseurs, on trouve... on est un petit peu moins digitalisé, bien qu'on parle de plus en plus de maintenance préventive, de processus de contrôle automatisé. Il faut encore voir la différence entre automatisation et digitalisation, ce qui n'est pas la même pour tout le monde. Et puis, dans les entreprises qui sont très peu digitalisées, notamment dans la très haute horlogerie, il y a tous les artisans. Parce que là, on ne peut pas digitaliser les artisans. Un émailleur, un graveur, ça ne se digitalise pas. C'est des métiers d'art. On peut éventuellement communiquer de manière digitale, mais on ne peut pas digitaliser le métier. Alors, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que les Américains ou les Asiatiques sont plus en avance? Je pense qu'ils sont peut-être aussi un petit peu plus techno-freaks que nous sur beaucoup de points. Puis l'horlogerie, qu'elle soit de luxe ou d'entrée de gamme, les horlogers, alors, je sais qu'il y a des personnes qui viennent du Locle et de la Chaux-de-Fonds ici, donc je ne veux pas les froisser, mais on est assez conservateurs. Donc on attend que les autres fassent des expériences et puis on se lance gentiment. Néanmoins, je veux quand même dire que j'ai au poignet une montre d'une marque locloise très célèbre qui est digitale, bon pas la montre parce qu'elle a 3 ou 4 ans, mais la technologie elle a 20 ans, c'est la T-Touch de Tissot. Donc on n'a pas attendu les grands débats sur la digitalisation pour avoir des produits digitaux. Était très mal vendue, parce que s'il l'avait vendu bien, elle aurait dû être beaucoup plus chère. Personne ne l'a voulu dans le groupe Swatch. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait de cette chose? Personne ne savait et c'est Tissot qui l'a pris. Et donc, à partir du moment où Tissot l'avait, il ne pouvait pas monter un certain prix. Parce si une autre des marques du groupe Swatch l'avait pris, elle aurait été beaucoup plus chère et elle aurait été beaucoup mieux mise en avant. Bon, je pense que M. Thiebaud en a quand même vendu quelques... Oui, il en a vendu, mais il aurait pu en vendre plus cher. Une grande quantité, voilà. Voilà. Mais ce qui m'intéressait beaucoup... Non, parce que j'ai fait beaucoup de journalisme d'horlogerie, donc je connais bien. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, et c'est la raison pour laquelle on vous avait interviewé, c'était vraiment l'opération Speedy Tuesday d'Omega, qui pour moi est une opération très intéressante parce qu'elle va créer une communauté. Et puis là, c'est une manière de marketer l'horlogerie totalement d'une autre façon, où on va créer un produit qui va être mis en vente, un peu comme les Nike, les chaussures, les baskets, très peu de temps. On va créer une demande et puis cette communauté, elle va seule pouvoir acheter. Je vous laisse nous raconter cette histoire parce que je trouve qu'elle est symptomatique de ce que peut devenir demain, disons, l'horlogerie, le marketing de l'horlogerie. Oui, pour raconter l'histoire, vous auriez dû inviter Reynald Schliemann ou Jean-Pascal Perret, mais je la connais l'histoire, vu que j'ai écrit une étude de cas là-dessus. Je reprends aussi 2-3 mots-clés qui ont été évoqués par mes prédécesseurs de la table ronde. C'est le mot communauté, puis le mot émotion. Alors forcément, dans l'horlogerie de luxe, ça fait partie des ingrédients du succès. Il faut un bon produit. Comme disait M. Nicolas Hayek Senior, il faut 3 conditions. Il faut un bon produit, un bon produit, un bon produit. Mais en plus, il faut une communauté, il faut de l'émotion. Alors, Speedy Tuesday, c'est arrivé un petit peu par hasard parce que dans le monde horloger, il y a un journaliste hollandais qui collectionnait les montres, enfin déjà du temps de ses parents, et des montres Omega, et spécialement la Speedmaster. Et puis une fois, il a posté, c'était en 2012, ce chiffre est important, je vous dirai pourquoi. En 2012, il a posté sur Instagram une photo avec sa Speedmaster au poignet, et puis il y a pas mal de gens qui ont liké et d'autres qui ont fait de même. Puis gentiment, cette communauté virtuelle autour d'un produit iconique, la Speedmaster, je pense que vous la connaissez, c'est la seule et unique montre qui est allée sur la Lune avec Armstrong, Aldrin et puis tous les astronautes du programme de la NASA. Une petite communauté qui s'est finalement étoffée a été créée.
mais totalement indépendant d'Omega. Mais les gens d'Omega qui ont commencé à s'intéresser un petit peu à ce qui se disait sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ont identifié cette communauté. Et puis Renald Schliemann a rencontré ce Robert Jan Broer, journaliste et animateur d'un site qui s'appelle... vous le retrouverez sur Internet, j'ai plus le nom en tête, pour faire connaissance dans le monde physique, après le monde virtuel. Puis ensemble, ils ont décidé de créer une série spéciale de 2012 pièces, date de la création de la communauté, une montre qui a été prévendue sur Instagram. Il fallait ensuite la commander pour de bon sur le site d'Omega, puis ensuite elle était livrée par les détaillants. Donc les détaillants étaient aussi dans la boucle de l'opération Spin Master. Ces 2012 pièces en juin 2017 se sont vendues en moins de 4 heures. Deuxième opération, Speedy Tuesday 2, aussi avec la même communauté. Cette fois-ci, les 2012 pièces se sont vendues en janvier 2018 en moins de 2 heures. Des montres à 6 500 francs. Voilà, l'opération. Alors, est-ce qu'il y en aura une troisième? S'il y a des fans de Speedmaster, regardez dans votre agenda 2019 quand est le prochain mardi 10. À ma connaissance, ça doit être le 10 septembre, mais vérifiez. Alors, est-ce que Omega va capitaliser sur cette communauté, sachant qu'il y a eu 2012 commandes, puis qu'il y a eu quelques milliers de personnes qui n'étaient pas sur le bon fuseau horaire, parce que la mise en vente a été faite à midi, heure de Bienne. Alors, évidemment, les Californiens n'étaient pas réveillés, et puis les Japonais, ils dormaient. Donc, il y a eu beaucoup d'insatisfaits. J'ai personnellement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais l'impression qu'ils vont pouvoir encore un peu capitaliser sur cette communauté à la fois virtuelle et réelle, parce qu'elle se réunit aussi de temps en temps dans le monde physique. Ouais, donc ça veut dire que les marques finalement avaient des clients, mais elles ne connaissaient pas non plus très bien leurs clients, oui. De par le système de distribution qui n'appartient pas toujours aux marques, vu que les marques ont des boutiques, mais souvent c'est par des revendeurs ou des grossistes. Enfin, c'est très compliqué. Oui. J'ai vu récemment que Vacheron Constantin avait vendu une série de 36 montres, 45 000 francs la pièce, en moins d'1 heure. Aussi via un réseau social, je crois que c'était aussi Instagram. Alors le grand défi de cette digitalisation, parce que la plupart des collègues tout à l'heure parlaient d'entreprises de services, quand on parle de montres, c'est des produits physiques, donc il y a une chaîne à la fois d'approvisionnement et de distribution. The name of the game, c'est de ne pas se court-circuiter de ces distributeurs. Néanmoins, il y a un changement de paradigme qui est en train de se faire. Au salon de la haute horlogerie de Genève, j'ai entendu, en participant à des débats, que certaines marques allaient résilier des contrats avec les distributeurs pour se concentrer sur des boutiques monomarques, donc raccourcir le circuit. Et je pense que un des mots d'ordre de cette année 2019 dans l'horlogerie, c'est direct to consumer. C'est d'être le plus près possible, et ça rejoint aussi les préoccupations de mes collègues de l'assurance, de l'audiovisuel, de l'immobilier ou de l'énergie. Absolument. Je vous remercie. Très gentil. Voilà, on passe à la dernière expérience. Jean-Claude Schmalz, directeur du pôle marketing chez Genève Sport. Vous étiez précédemment directeur TPG Pub. Donc, le sport est le lieu béni du temps réel pour les publicitaires aujourd'hui. C'est le moment, on l'a vu avec le Super Bowl. Donc, ce moment-là doit générer une expérience unique. Alors, aujourd'hui, quelle expérience unique offre Genève Sport ? Merci Victoria, bonsoir à tous. Il est clair que je vais vous expliquer ce qu'est Genève Sport, puisque c'est une toute nouvelle société. Puisque à Genève, on ne fait pas les choses comme ailleurs. La Fondation 1890 est unique partenaire, actionnaire des 3 clubs élites de Genève, que sont le Genève Servette Hockey Club, le Servette Football Club et le Servette Rugby Club. Pourquoi 1890? Puisque c'est l'année où a été fondé également le Servette, mais le Servette par une équipe de rugbyman. C'est pas une équipe de footballeurs, malgré que les footballeurs aient réussi à avoir 17 titres nationaux dans leur histoire. Voilà, alors Genève Sport,
qu'est-ce qu'on fait? On a 3 pôles différents, 3 pôles dont un s'occupe des ressources humaines, du finance et de l'administration. Le deuxième pôle d'infrastructure, académie, développement de la performance. Et le mien, celui que je dirige, c'est marketing, communication et vente. Alors moi, je m'occupe au sein des 3 clubs, je chapeaute un peu les 3 clubs dans tout ce qui est marketing, branding, sponsoring, merchandising. Vous voyez, c'est beaucoup de ing. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment de connecting les personnes, connecting people, on dira. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui, je pense à travers une application, alors on en avait parlé, disons, créer cette expérience client unique lorsque la personne elle décide d'aller voir un match. Donc déjà, on peut acheter le billet. Après, on arrive sur l'événement. On va pouvoir avoir les transports. On va pouvoir réserver un taxi sur place, commander. Enfin voilà. Donc comment est-ce que vous imaginez améliorer cette expérience ? Alors nous, on aimerait solutionner la problématique, c'est que le stade devienne vraiment le centre du village. Comment y arriver ? Disons de prendre le client déjà à la maison, de lui offrir les possibilités d'acheter les billets de transport public ou de venir en taxi ou avec sa voiture en ayant déjà le parking qui est réservé à l'avance. Ensuite, il prendra également son ticket depuis la maison puisqu'il y a des possibilités de print at home. En lui permettant de choisir sa place, en ayant sur son écran à la maison, de voir la vue qui est offerte au stade. Et ensuite, lorsqu'il est au stade, il y a un peu d'engagement, de fan engagement, c'est-à-dire de lui offrir des possibilités de faire des pronostics avec des concours, ou bien de recevoir des offres, soit du merchandising, soit des différents annonceurs, en offrant peut-être, par exemple, un champagne drapier avec 20% de rabais aux fidèles sponsors. Alors voilà, pour y arriver, il est clair qu'il nous faudra passer par l'informatique. Et là, on est en train de faire un benchmark auprès de certaines sociétés en Europe et en Amérique du Sud. Ce sera une application. Ce sera une application, mais qui est vraiment très liée avec les sites Internet et très liée surtout avec le CRM, le Customer Management, le CRM, Relationship Management. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas non plus vos clients. On connaît très peu puisqu'on n'a que 20% à peu près qui pratiquent justement leur achat depuis la maison via le print at home. C'est-à-dire que là, on doit vraiment absolument pousser un petit peu la possibilité qu'ils puissent acheter leurs billets afin qu'on puisse récolter leurs données. Et d'autre part, de vérifier leur algorithme, les habitudes d'achat, afin qu'on puisse pousser, peut-être s'il aime bien la bière, de lui offrir une offre spéciale ou bien d'acheter une écharpe au shop, soit online, soit le shop qui sera au bord du terrain. Alors le e-sport vous permet d'attirer les jeunes, parce que là aussi vous entrez dans ce domaine, en même temps le football féminin, mais le e-sport est connecté, donc c'est une manière aussi d'avoir une nouvelle, de créer une communauté autour. Là, vous aviez des fans ou des, je ne sais pas comment on dit au football, des followers, des followers, voilà. Oui. Je sais pas, ouais, des suiveurs là, voilà. Non, c'est clair, on a une équipe Servette eSports qui est vraiment très 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 douée puisque c'est des joueurs qui sont semi-professionnels. Il y en a même qui ont été transférés en Amérique. Et qui jouent vraiment un championnat de Champions League. Par exemple, on a l'occasion de jouer contre le PSG. Là, on peut qu'en rêver pour le moment avec le Servette FC. Mais ces matchs, ils sont suivis par près de 90 000 personnes dans le cadre des finales. C'est vraiment assez incroyable. Ça nous permet également d'attirer d'autres jeunes, des jeunes qui ne sont jamais venus au stade, par le biais également d'une académie, puisqu'on leur offre la possibilité de venir durant une semaine, durant leurs vacances, où ils ne feront pas que jouer les jeux informatiques, mais également on leur fait découvrir les possibilités de jouer au hockey, au foot ou au rugby, vraiment sur le terrain, parce qu'il faut vraiment faire attention de les sortir un petit peu de leur bulle.
Alors on voit que les équipes de sport, elles ont une entité en tant que telle et une vie sur les réseaux sociaux, les gens les suivent, mais en même temps les sportifs, les footballeurs ont aussi leur propre vie sur les réseaux sociaux et très souvent, comment est-ce que vous arrivez par rapport à vos marques Servette, comment est-ce que vous arrivez à gérer et faire en sorte que vos sportifs ne disent pas certaines choses que vous ne voulez pas qu'ils disent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est géré à l'interne? Oui, bien sûr, on a des formations pour les joueurs, pour comment pratiquer justement sur les réseaux sociaux, comment communiquer. Et surtout, vous parlez des sportifs, mais c'est clair que nous, on a des catégories d'académies qui sont très, très importantes. On a 540 gamins de jeunes en formation et eux aussi doivent être formés dans ce genre pour qu'ils puissent également développer leurs performances. Et pour ce faire, on les suit également de très près, point de vue médical, mental, diététique, et également par rapport aux blessures. Mais, par rapport aux blessures, on peut archiver leurs blessures, et tout ça via l'informatique également. Alors c'est clair que puisque on peut faire le meilleur concept marketing du monde, mais s'il n'y a pas les résultats qui suivent, il n'y aura pas grand monde, ni au Vernet, ni à la Praille. Voilà, écoutez, je vous remercie. On est 20h25, voilà, on a un petit peu dépassé Thierry, mais on va y aller. Le catering est très bon, hein, restez. Donc voilà, je te redonne la parole. Je vous donne à vous la parole. L'opportunité vous est donnée maintenant de poser une ou deux questions, puisqu'effectivement le timing a un petit peu dépassé. Et pour ouvrir le bal, pendant qu'un de mes collègues pique un micro pour le public, moi j'ai une question pour vous. Déjà, merci à vous pour votre présence. Je suis flatté aussi de savoir qu'on compte parmi nous un collègue qui nous vient du canton de Neuchâtel. Merci à vous, Monsieur Courvoisier. Alors, une question qui s'adresse à vous tous. Vous avez tous une certaine responsabilité par rapport à vos titres et fonctions. Comment on vend la digitalisation au sein d'une entreprise? Comment on arrive à convaincre des collaborateurs, des partenaires, des fournisseurs, des clients à aller vers ce pas qui est inéluctable, qui est la digitalisation. La digitalisation à chacun de vos niveaux, bien évidemment. Je ne sais pas qui veut ouvrir le bal. Alors, une manière de les convaincre, c'est surtout de ne pas leur dire que la digitalisation est là pour supprimer des emplois. C'est la première chose. Si vous faites ça, vous n'avez personne qui vient dans votre programme. Non, la digitalisation, une manière de les convaincre, c'était déjà, chez nous, de fédérer un peu la compréhension de ce qu'est la digitalisation. Je me souviens la première fois que notre actionnaire a annoncé ça à tous les collaborateurs, nous sommes environ 150. Les gens sont venus vers moi en me disant « Emmanuel, tu vas t'occuper de la digitalisation, mais c'est quoi la digitalisation ?» Et en fait, je crois que une des choses les plus importantes, c'est de fédérer tous les collaborateurs à un même effort, à une même orientation. Je crois que c'est la meilleure manière de le faire. Oui, c'est ça, c'est de créer du succès, des dynamiques de succès. Quand chez nous, on se rend compte qu'en fait, on peut avoir un contact direct avec le public, on peut savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il peut réagir, on peut créer un faux verso et puis nous pose des questions, on lui répond, etc. Tout d'un coup, ça rend la relation tellement plus forte, plutôt que de produire une émission de télévision et puis de voir le lendemain combien de milliers de personnes l'ont vu, mais sans avoir des profils vraiment plus précis. Donc cette prégnance, cette relation au jour le jour, on vit dans les médias une situation grâce aux réseaux sociaux qui est unique, qui est historique, c'est-à-dire qu'au moment où on émet quelque chose, on peut savoir ce que ça fait dans le public. Parce qu'on a immédiatement le retour, pas seulement like ou dislike, mais aussi qualitatif en termes de discussion, de dialogue. Et puis, je pense aussi au niveau des métiers, avec les outils qui permettent la mobilité, qui permettent le télétravail, qui permettent de travailler de façon beaucoup plus transversale, etc. On offre tellement de facilité aujourd'hui, alors ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, mais je pense que petit à petit, on arrive à voir le bénéfice de cette digitalisation qui augmente un peu notre capacité d'action. Comme si la digitalisation amenait encore plus d'humanité. Ça, c'est en tout cas super important de garder ça en tête, parce qu'il faut toujours garantir effectivement une qualité de relation humaine, une qualité dans les équipes, avec le public, etc. Il faut faire attention à la dématérialisation aussi de l'humanité. Par rapport à ça, j'aime bien raconter une anecdote. On va vers les collaborateurs avec la direction chaque année dans les différents centres de services pour leur expliquer un petit peu les grands enjeux et puis la direction vers laquelle prend l'entreprise.
il y a 2 ans, on construisait un nouveau centre de service à Sion. Donc, le centre de service, c'est vraiment où on traite les prestations. Ça pourrait être comparé à une usine dans l'industrie. On a réuni tous les collaborateurs dans le bâtiment encore en chantier, quel allait être leur prochain lieu de travail. Puis notre CEO leur a parlé pendant 45 minutes de justement cette vision de la digitalisation et de la transformation. Puis au moment d'arriver aux questions, il y a eu 2 questions. La première, c'était est-ce qu'il y aura de la moquette au sol? Puis la deuxième, c'était est-ce que on pourra marcher sur la pelouse à l'extérieur? Et ça a fait quand même un électrochoc au niveau de la direction. On s'est dit, mais là, je crois qu'il faut qu'on change notre façon de communiquer, parce que finalement, notre préoccupation à nous, à Martigny, au siège, avec nos idées, c'est peut-être pas celle des collaborateurs. Et on a décidé un petit peu de changer l'axe en disant non, il faut qu'on leur parle déjà d'éléments concrets, d'éléments factuels, de ce qu'on a mis en place et pas vraiment d'une vision. Alors on doit l'inscrire dans une vision, mais de manière factuelle. Et puis on doit leur expliquer aussi en quoi ça va finalement pas supprimer leur travail, mais changer leur travail au service du client. Et c'est vrai que c'était frappant cet élément-là, et je pense que c'est toujours bien de s'en souvenir. Et pour finir, vous avez mis de la moquette alors? Et pour finir, on a mis de la moquette. Pour des questions phoniques surtout. Et plus de bureaux personnalisés, non? Si, on a des bureaux personnalisés, on fait des petites expériences à ce niveau-là, mais on n'a pas pour l'instant passé le cap. Une autre réponse peut-être? Oui, alors je m'exprime comme professeur d'une haute école et pas comme représentant d'une marque horlogère. Alors, à la Haute École Art, qui fait partie de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, je pense que la digitalisation, elle est passée par la numérisation des supports de cours, ce qui n'a pas forcément été sans mal, surtout pour les professeurs, ceux qui avaient plus de résistance au changement que les étudiants. Les étudiants passent assez vite sur les plateformes Cyberlearn, etc. Mais il y a encore des profs. Bon, les transparents, on a réussi à éliminer. Les polycopiés disparaissent peu à peu, mais il y a encore des progrès à faire. Digitalisation, c'est les supports de cours. Et je sais qu'il y a des professeurs dans la salle. Peut-être qu'il y a 2 aspects. Il y a la digitalisation à l'intérieur de l'entreprise, c'est celle que l'on fait pour les clients ou avec les partenaires tiers. Vis-à-vis des partenaires ou vis-à-vis des clients, en fait, la réponse est mais quand est-ce que vous y allez, quoi? Étant justement au début du vortex, en ce qui nous concernait, on a plutôt en fait une pression de nos collaborateurs pour qu'on accélère ce mouvement. Et en général, on trouve toutes les excuses pour les raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire. Donc, quand on est sur l'innovation après vis-à-vis des clients, ce que l'on a fait, c'est notamment que ce Smart Lab, et ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi en observant aussi un petit peu ce qui se passe en Europe, dans d'autres industries. En isolant en fait ce laboratoire, ce Smart Lab, les PFL, en fait, on les a protégés des nombreuses contraintes ou tentatives d'avortement de toute innovation digitale. Et en fait, on a réussi à protéger, puis à avancer d'un pas et à créer en fait une émulation où ça donnait envie. Et en fait, maintenant, on a beaucoup de demandes pour que nos collaborateurs viennent. Donc, il y a un espace, c'est une sorte d'espace de liberté digitale, quelque part, où on peut aller pour se rafraîchir, et ça fait une espèce d'appel d'air. Dans le cas précis, il a fallu sortir tout ça pour mieux le défendre. Oui, la position au départ de notre équipe de direction, c'est de dire « Ah non, on va le faire dans nos murs, parce qu'il faut qu'on maîtrise, n'est-ce pas ?» Donc, un de nos administrateurs, d'ailleurs, nous avait dit, quand on a présenté la stratégie digitale, « Mais tu pars avec 8 de tes gars, et puis tu vas à la Silicon Valley. » Je dis ouais, on a mieux à 6 arrêts de bus de chez nous, en fait. Donc, on va peut-être déjà aller voir les PFL. Très bien, alors pour nous, c'est clair que la digitalisation est utilisée pour donner une plus-value aux supporters, pour les faire venir au stade, et au stade, pour qu'ils mettent le feu, mais pas au propre, mais au figuré. Virtuellement. Et également pour leur éviter les files d'attente, puisqu'ils pourront acheter peut-être leur bière ou leur saucisse via leur téléphone portable, et puis que ça soit livré à leur place. Alors ça sera également une plus-value pour notre chiffre d'affaires, qui va augmenter, et pas qu'ils doivent attendre pendant une demi-heure, qu'ils loupent le quart d'heure de la deuxième mi-temps en essayant d'attraper une bière ou une saucisse. Je me réjouis de pouvoir télécharger ma bière sur votre future application. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Profitez, parce que ce sont vraiment les dernières minutes avant l'apothéose de cette soirée, puisqu'effectivement, on vous l'a promis, ce soir, on va remettre un prix. Si vous êtes timide ou alors affamé ou assoiffé, allez, on a une question dans le public. Merci Thierry. Juste derrière toi. Non, pars pas. Voilà.
Bonjour à tous, Pascal Hulalka de chez Protectas, donc dans le domaine de la sécurité. La sécurité, rassurez-vous, c'est un domaine également où le milieu est très conservateur et la transformation digitale n'est qu'à ses débuts. La question, donc je suis CTO, donc je suis responsable également de toute la partie technologique. Et en vous écoutant, je vois clairement, j'arrive à très bien à me représenter différentes étapes dans différents également secteurs d'activité, où je vois chacun d'entre vous a une vision de ce qu'est la transformation digitale, voit quelques étapes. J'aime beaucoup la partie au niveau de la RTS, diffusion de contenu, que je verrais très bien des synergies d'ailleurs au niveau du Genève Sport. Et en tant qu'utilisateur, c'est bien beau, mais une application, c'est très bien sur son smartphone, on la télécharge, on l'utilise. Soit elle nous plaît, soit elle ne nous plaît pas. Si elle ne nous plaît pas, il y a un grand risque de non-utilisation. Alors, le deuxième point également, c'est la partie redondance. Comment, après la première étape de la transformation digitale, voyez-vous les interactions entre vos différents domaines pour que moi, utilisateur, je puisse profiter de tout numérique où je veux, comme je veux, pour pouvoir vraiment profiter de tous ces services. Au niveau on va dire, du smart city, du smart home, on voit différents fabricants se mettre ensemble, on voit des domaines où des collaborations peuvent naître, mais on est encore très silonné dans nos différents domaines. Alors comment voyez-vous l'avenir dans 5 ou 10 ans pour pouvoir tous interagir dans ce monde digital ? Ça, c'est une excellente question parce que la digitalisation fait tomber tous ces silos, ces verticalités et puis aussi les barrières, non seulement entre les médias. Aujourd'hui, comme je disais, on sait bientôt plus ce que c'est que la radio-télévision, c'est de l'audio, de la vidéo, etc. Mais aussi entre les domaines d'activité. Alors, pour peut-être pas être seulement sur notre sol roman, je vais vous donner un exemple suédois. Il y a un grand groupe de presse local qui a, je crois, une bonne centaine ou 200 titres de journaux vraiment locaux en Suède, qui s'appelle Mitt Media. Et qui, alors le premier grand acte des directeurs de Mitt Media, c'est qu'ils se sont dit, moi je pense qu'on peut remplacer pour le coup une bonne partie des journalistes qui font des tâches ingrates, etc., par des robots. Alors ils ont mis plein de robots dans les salles de rédaction. Ces robots publient chaque jour des centaines et des centaines d'articles qui sont les résultats sportifs, les choses très très basiques. Et comme ça, les journalistes qui ont la chance encore de pouvoir travailler dans cette édition font de la plus-value, font du travail d'enquête, font des travaux que les robots ne savent pas encore, je ne sais pas, faire, etc. Puis petit à petit, à travers leurs titres locaux, ils ont commencé à développer plein de services. Et ils ont fait un truc qui est impossible en Suisse parce qu'il y a, disons, des réglementations en termes de données. C'est qu'ils ont développé dans la presse, enfin la presse, je ne sais pas s'il faut encore appeler ça presse, dans l'offre de médias régionale, ils ont développé la possibilité que lorsque un appartement se libère dans la rue X, il est immédiatement repéré, et il est repéré, on sait exactement, grâce à la personnalisation et le login, où vous habitez. Donc tous les abonnés, etc., qui sont autour de l'appartement, on leur signale par un push que l'appartement est vide, et donc s'ils en cherchent un, c'est le moment de s'en chercher, et Mitt Media fait l'intermédiaire finalement entre un vendeur privé, une communauté, puisqu'on parlait de communauté d'acheteurs potentiels qui sont en fait des lecteurs, qui en fait ont du coup une relation qui est encore renforcée avec le média, puisque leur média leur propose une solution, un service. Et puis ensuite, eh bien, évidemment, on peut créer de l'information à la hauteur, etc. Donc il y a un potentiel effectivement de renverser toutes ces barrières qui est extrêmement fort. Bon, après, il y a des cadres législatifs, légaux, qui permettent aux uns et aux autres d'agir plus ou moins largement. Ça, c'est une autre problématique. Si on en a fini avec les questions, on va passer aux remerciements, parce que je suis persuadé que, comme moi, vous avez très soif et très faim. On va changer l'ordre pour simplement remercier chaleureusement la Maison Drapier qui vous a préparé un joli petit présent sous la forme d'un très très bon champagne. Voilà, c'est la Maison Drapier qu'on remercie, puisqu'effectivement, dans le cas précis, c'est un des partenaires qui nous soutient. Et à propos de partenariat, je vous invite à faire connaissance après à la hauteur du Tom Café, puisque à l'issue de cette remise de prix, vous aurez tous l'occasion de monter à l'étage du Tom Café. 2 sociétés présentent 2 technologies, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Alors si, comme elle, vous avez envie d'être partenaire, co-acteur du Swiss Marketing Vaud, sachez de nouveau que mes collègues et moi-même, nous promenons avec ce badge. On sera ravis de vous aider à, pourquoi pas, devenir sponsor et partenaire. Dans les remerciements que je voulais aussi faire, c'est effectivement le magazine Comin Mag qui vous offre ce numéro spécial au sortir de cette conférence. Vous aurez tous l'occasion de partir avec un exemplaire.
pour pouvoir le dévorer, puisque ce sont la trentaine de personnes, de personnalités qui font le marketing, qui font l'objet de ces interviews. Et puis, par rapport aux détails techniques, comme je vous l'ai dit, ça se passe au Tom Café. Mais avant d'y aller, j'invite ici sur scène Monsieur Michael Cam, qui va nous aider à remettre ce prix du marketeur de l'année. Bienvenue, Michael. Allez, merci. Je vous confie un micro. On va se serrer, on va se tenir au chaud pour pouvoir très vite faire connaissance avec ce gagnant. Et avant de faire connaissance avec celui qui repartira avec ce cube, peut-être quelques mots sur qui vous êtes. Vous êtes surtout directeur et aux commandes de l'agence la plus ancienne de la place. Quelques mots sur Trio? Oui, merci. Je crois après tous ces exposés sur la digitalisation, la numérisation, arriver avec la doyenne des agences suisses, ça va faire un peu la grand-mère, c'est faire du bon café. Voilà, donc oui, la plus ancienne agence de pub de Suisse, mais je crois que je ne suis pas là tellement pour ça, en fait, je suis plutôt là parce que j'ai eu la chance. C'était le quart d'heure de gloire. C'est vrai, et c'est bientôt fini, je crois. Alors justement, vous êtes là avec un cube dans les mains, mais vous êtes surtout le publicitaire de l'année 2018. Quelques mots sur ce prix et en quoi il consistait? Alors je crois que c'était le tout premier prix de ce type-là en Suisse romande. En Suisse allemande, ça existe depuis très longtemps. D'ailleurs, ils n'étaient pas très contents qu'on l'appelle comme ça. Pour une fois qu'on leur prend un petit peu leur nom, c'est très bien. Non, c'était donc remis par les différentes associations. L'idée, c'est un petit peu de fédérer l'ensemble des acteurs de la communication. Vous savez que ça se transforme. En même temps, les conditions changent. Donc il faut qu'on soit tous solidaires, qu'on défende un petit peu... je dirais, les territoires qui nous restent pour nous exprimer, qu'on fasse de sorte à ce qu'on se traite bien les acteurs les uns les autres avec beaucoup de respect. Et il le faut, hein, les médias, les agences, les entreprises, et surtout aussi qu'on soit conscient que c'est un écosystème assez délicat. On risque de perdre bien des choses dans les années qui viennent. En même temps, soyons aussi forts en Suisse pour mettre en place peut-être des initiatives qui permettront de faire à ce que l'argent reste un peu chez nous et qu'on soit capable de donner des bonnes données également aux marketeurs pour faire des choses, je dirais, locales. Et quelles sont les incidences que ça a eu sur votre travail de tous les jours durant l'année qui s'est écoulée? J'ai dû investir pas mal de temps dans quelque chose qui ne rapporte rien. Donc on a essayé de faire un peu la promotion de ce titre publicitaire de l'année. Le prochain ou la prochaine, ça serait pas mal qu'il y ait un peu des fils, là, non si, hein, on est d'accord? Il manque pas quelque chose là? Bon, il faut peut-être qu'elle sorte du bois. Ouais, alors je pense qu'il y en a pas mal dans les bois. Oui. Je crois que c'est mal barré. Hein. Je pense que cette remise de prix prend une tournure inhabituelle. C'est ce qui peut arriver. Voilà, on va tout... J'ai pas fini, excuse-moi. Ah, excusez-moi. Donc, juste pour souligner que le plus compliqué, c'est de donner une certaine notoriété à ce titre. Vous savez tous, c'est cher, la notoriété, ça demande beaucoup de travail. Donc, j'espère que pour le ou la marketeuse de l'année, au moins le de l'année, j'ai réussi à le promouvoir un petit peu, qu'il pourra le porter avec lui et continuer à porter les combats parce que c'est pas terminé. Bon, il y avait des acteurs politiques ici, ils sont plus là maintenant, donc je peux parler plus librement. Voilà, il y a des choses qu'il faut défendre et je prends en exemple un peu aussi ce qui se passe à Genève, zéro pub, etc. Non, on ne laisse pas faire. On a des plateformes de qualité que les gens aiment, alors continuons à les défendre et je pense que c'est vraiment aussi la mission, en tout cas du publicitaire de l'année, le marketeur ou la marketeuse de l'année, une fois il sera sorti du bois, on verra le boulot qu'il va faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir porté le flambeau au nom le meilleur du marketing et au nom des associations qui ont côtoyé ce prix. Je pense ici à Swiss Marketing Vaud qui nous aide pour cette remise de prix. Un grand merci pour le travail qui a été fait sur 2018. Et on va arrêter avec le suspense. Je vous rappelle que cette étude a été faite sur une trentaine de personnes. 11 représentants qui font le marketing en Suisse romande ont été en lice pour recevoir ce prix, et je vous invite maintenant à remettre ce prix, ce cube, à, roulement de tambour, Philippe Dur. Alors,
venez sans autre. Peut-être un mot à chaud. Un mot à chaud. Remercier ma maman, mon papa. Non, Remercier. Je pense qu'on a la chance de vivre un métier qui est passionnant parce que c'est chaque jour un bain de jouvence, comme je disais avant. Mais c'est surtout, et peut-être pour faire référence peut-être au mot de l'année, en tout cas à ce qui se passe aujourd'hui, on vit dans un écosystème. C'est plus question de verticaliser autres. On vit tous avec et pour les autres. Et notre métier est certainement un des plus beaux en ce sens qu'il nous oblige maintenant aussi à être les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Merci en tout cas à vous toutes et vous tous. C'est pas le prix d'un homme ou d'une femme. Enfin, c'est avant tout alors mon entreprise et tous mes collègues aussi, parce que c'est avant tout leur travail. Et puis vous toutes et vous tous, vous également, parce que finalement, si on arrive à se développer, c'est qu'on est inspiré. Et puis pour être inspiré, il faut regarder un petit peu autour de soi. Et moi, de vous entendre aujourd'hui, c'était un régal. Et vous entendre toute l'année, c'est aussi un régal. Donc que ce soit le prix de tout le monde. Merci. Et puis j'y ferai honneur. Et c'est assurément... Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser à la digitalisation? Ça va être un outil fantastique. Vous avez toute une année pour ça. Pour évangéliser et mobiliser. Merci en tout cas pour tout le monde de la part de tout le monde. Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à la hauteur du Tom Café pour du networking, de l'échange et des opportunités d'affaires. À très vite.